On se retrouve ici en direct du collège Louise Michel pour cette journée du développement durable et cette deuxième table ronde qui a pour thème artificialisation des sols et sobriété foncière. Quel avenir pour nos villes? J'accueille deux nouvelles éco-déléguées, Marie-Suzy et Zaïda. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, vous êtes élèves en quelle classe? Nous sommes élèves en 3e A. C'est précis. Troisième A. Et deux nouveaux étudiants en DUT carrière sociale, Luna et Mehdi. Bonjour. Et notre grand témoin pour cette deuxième table ronde sera Jean-Philippe Brossard. Vous êtes directeur général adjoint de Saint-Lô Agglomération. Vous n'êtes donc pas le local de l'étape. Pas du tout, là, je suis en immersion totale. Merci d'être venu depuis la Manche. Et je vais vous laisser la parole, Zaïda, Marie-Suzy, pour poser vos premières questions. Marie-Suzy, c'est à toi. D'accord. Pouvez-vous nous Réexpliquer. Pouvez-vous nous éclaircir et nous réexpliquer ce que c'est que la sobriété foncière et l'artificialisation des sols? Alors, c'est un sujet qui est vraiment pas facile. C'est pour ça que c'est compliqué de dire les mots, surtout. C'est des mots très complexes. Mais pour essayer de simplifier, l'artificialisation des sols, c'est le fait d'avoir un terrain et de construire quelque chose dessus et d'avoir une modification de l'homme. Le problème, c'est qu'on s'est beaucoup habitué à beaucoup artificialiser et à répondre aux besoins de la population. Par exemple, une commune, il veut un nouveau terrain de basket, on le construit et on fait un peu ce qu'on veut, sauf que ça impacte beaucoup l'environnement et la planète, donc ce qui n'est pas vraiment top. Et ça fait une érosion. Donc une érosion, c'est une usure du terrain, de la biodiversité, donc les végétaux autour de nous, les animaux, les insectes, etc. Et du coup, ça mène à disparaître. Et le fait de trop construire, ça impacte beaucoup trop l'environnement. Et donc la sobriété foncière, qui est encore un vilain mot de cette thématique, la sobriété foncière, c'est donc en lien avec l'artificialisation, comme l'a dit Luna, et c'est donc le fait de vouloir construire sur des terres qui ont déjà été artificialisées, donc déjà modifiées ou déjà construites par l'homme, plutôt que d'aller sur des territoires qui sont naturels encore et qui n'ont encore pas été touchés par l'homme. Zaïda. J'avais une question à vous poser. Quelles sont les solutions pour construire sans polluer et quels sont les risques pour l'environnement si nous ne respectons pas cela? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour répondre à toutes ces problématiques et ne pas polluer? Nous, on y a réfléchi et il y a plusieurs solutions qui peuvent venir et se mettre en place pour éviter de créer de l'étalement urbain et donc de grignoter un peu toutes ces terres naturelles. Ce serait donc de densifier. Donc densifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de vouloir construire une maison par territoire, disons 5 maisons sur 5 territoires différents, on pourrait construire par exemple 5 maisons mais sur un même territoire, en essayant de grouper toutes ces maisons. Autrement, on pourrait créer aussi des habitats en hauteur, plutôt que de faire des maisons qui sont les unes à côté des autres, on pourrait créer des logements qui seraient plus hauts, donc des immeubles par exemple. Ça peut être aussi des habitats intergénérationnels, donc des habitats où on mélangerait des jeunes, des personnes un peu plus âgées pour qu'elles puissent apporter toutes leurs connaissances, par exemple. Et donc après, quel besoin, Luna, je te laisse continuer là-dessus. Alors en fait, le gros point noir de ce sujet, c'est que déjà c'est assez récent, l'artificialisation des sols, et trouver des solutions. Le gros problème, c'est qu'en fait, il faut prendre en compte les besoins des habitants en fait, des communes. Donc se loger, se déplacer, se nourrir, avoir accès aux services publics, c'est-à-dire les hôpitaux, les médecins et les écoles. Donc il faut prendre en compte les besoins parce que les habitants ils vont pas habiter dans une commune où il n'y a rien, où ils sont obligés de se déplacer hyper loin pour avoir ce dont ils ont besoin essentiellement. Mais du coup, il faut prendre en compte les besoins tout en se développant, en rendant plus attractives les communes. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de mélanger les besoins
du coup l'environnement et du coup trouver des solutions parce que en toute honnêteté, on ne peut pas continuer à vivre comme ça et en tant qu'habitant, il va falloir changer ses habitudes pour pouvoir répondre justement à cette question de l'environnement et de l'impact qu'on peut avoir sur la planète et les territoires. Mais du coup, c'est pour ça que nous, on a eu une semaine de terrain où on a eu 12 sujets, où on travaillait sur des zones, du coup, sur Saint-Lô-Aglo. Et donc, on a plus ou moins répondu à la problématique propre à des projets. Donc, ça peut être une des solutions, sauf que vraiment, on est au tout début du projet. Donc, c'est compliqué, entre guillemets, de trouver des solutions parce qu'il faut allier les besoins, satisfaire la population parce que c'est quand même important et du coup réfléchir à l'impact qu'on peut avoir sur la planète. Parce qu'en résumé, on veut tous un terrain de basket à côté de chez soi, et une piscine, et une école, et une maison des services publics, que j'habite à Alençon ou à 20 km en pleine campagne. C'est ça, c'est une des gros enjeux de cette problématique, puisque effectivement, nous, quand on a travaillé sur ce sujet, on a essayé de développer 4 grandes thématiques qui composent un territoire, donc l'économie, les services publics avec des médecins et choses comme ça, l'environnement et il me manquait l'habitat, c'est ça. Et donc du coup, l'idée sur un de ces 12 sujets, qui était sur une commune de Saint-Lô, c'était de créer un nouveau modèle de construction pour que la commune se développe au plus près de ses services et que les gens puissent justement avoir un terrain de basket à côté de chez eux, une piscine et ce genre de choses. Et donc là, une des solutions qu'on a pu trouver, ça a été de construire en densifiant, comme je pouvais le dire tout à l'heure, donc c'est-à-dire rajouter plus de logements sur un espace un peu réduit. Mais à côté, on a compensé ça en renaturalisant, donc c'est-à-dire en redonnant un peu de verdure et de végétation à cette commune. Et donc, à défaut de ces personnes qui avaient peut-être un jardin un peu plus faible, et on leur a donné un parc juste à côté de chez eux, pour qu'ils puissent aller se détendre, se ressourcer et être un peu plus tranquilles. Et donc, à côté de ça, ils avaient un espace vert qui était tout près de chez eux, et de l'autre côté, ils avaient leur service public avec un terrain de basket, une piscine, comme vous le disiez. Donc ça veut dire, si je comprends bien, qu'on passerait d'un jardin individuel plus à une logique de jardin ou parc partagé, en fait. C'est ça, on arriverait sur ce genre de choses, sachant qu'en plus, les espaces partagés, ça pourrait être un bienfait pour les liens sociaux, surtout dans ces temps de Covid où les gens sont restés chez eux peut-être pendant trop longtemps. Là, ils pourraient se retrouver, créer des potagers collectifs même pour développer l'alimentation sur des sujets qui seront évoqués dans la journée. Donc le lien social est aussi au cœur de cet enjeu-là. Et comment peut-on construire une ville comme on disait déjà, éco-responsable et écologique? Alors, du coup, on a toutes les solutions qu'on a évoquées avant, enfin les quelques solutions du coup. Et du coup, comme j'ai pu le dire, c'est déjà il faut qu'on change nos habitudes. Mais du coup aussi, c'est par les petits gestes du quotidien, tout bête, si on a un potager, faire un compost, trier ses déchets, etc. Plus aller vers du coup une alimentation locale aussi, pour éviter de prendre, je sais pas, en hiver, des mangues qui viennent de je ne sais où, qui a un impact carbone, qui a été obligé de prendre le bateau, l'avion, tout ça. C'est pas top pour l'environnement. Essayer de vraiment consommer local, plus bio, même si financièrement c'est un peu compliqué. Ça aussi, c'est un gros sujet qui revient. C'est le côté économique. C'est un peu compliqué et puis c'est important quand même. Donc voilà, aussi utiliser des mobilités douces. Donc ça a été le sujet du groupe d'avant, mais plus se tourner vers des choses plus collectives avec du lien social, comme a pu dire Mehdi juste avant, et essayer de plus réfléchir à l'impact qu'on peut avoir sur nos décisions, nos envies et nos besoins, etc. sur l'environnement. Mehdi, tu souhaitais compléter peut-être? Moi, justement, j'attendais que tu le dises sur les mobilités douces. C'est vrai que notre sujet est il regroupe plutôt tous les sujets de cette journée. Et effectivement, une des solutions pour avoir une ville éco-responsable, ça se tourne aussi beaucoup sur nous, on a parlé du volet construction et habitat, mais ça se tourne aussi sur les mobilités, puisque dans l'artificialisation, il y a aussi le fait de créer des voies dites douces. Et justement, ces voies permettraient de réduire par exemple les voitures en ville, et de se dire que dans un certain périmètre du centre-ville ou des bourgs, des plus petites communes, créer des voies qui soient soit mixtes pour les vélos et les voitures, ou justement que pour les vélos,
ou pour privilégier justement toutes ces mobilités douces qui permettraient d'avoir une artificialisation et une éco-responsabilité de la ville meilleure. Alors moi j'ai des questions de finance. Parce qu'il y a je vais être pragmatique. Souvent c'est quand même beaucoup moins cher de construire du neuf que de réhabiliter de l'ancien. Donc, finalement, comment on fait parce que quand on a des friches industrielles qu'il faut déjà abattre, peut-être parfois désamianter, ou voilà, et pour reconstruire dessus, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, alors le point économique est central de toute façon à tout sujet. Et là, c'est une des grosses questions qu'on se pose aussi. Après, je pense qu'il y a tout un volet à réfléchir sur l'avenir aussi, parce que est-ce que ça vaut pas plus le coup de mettre un peu d'argent dans ces projets-là maintenant pour reconstruire des choses plus locales, plus collectives, pour que justement, au niveau de l'écologie et de la planète, dans la durée, on soit un peu meilleur justement et qu'on n'ait pas besoin de faire des frais écologiques plus tard. C'est des questions qui peuvent se poser. Et après, comme c'est un sujet qui est tout neuf, ces questions-là se posent encore sur l'économie. Si je comprends bien, le terme de désartificialisation, il est neuf, mais finalement, c'est une action qui est ancienne de l'homme, puisque c'est dès qu'il modifie en fait son environnement. On vient poser un mot finalement désormais sur quelque chose de très ancien. Ouais, sur quelque chose qui est là depuis que l'homme est là, puisque à chaque fois que l'homme a voulu modifier son espace, il a en quelque sorte artificialisé pour justement répondre à ses propres besoins. Donc, et c'est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur le plan écologique, qu'on se dit qu'il faudrait peut-être effectivement avancer sur ce point et se dire bon là il faut peut-être qu'on laisse sa place à la nature, celle qu'on s'est appropriée en quelque sorte. Je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose, mais... Alors, du coup, pour revenir sur l'artificialisation, le fait de changement de l'homme et son impact aussi, on part du principe aussi, il y a un décret qui a été mis en place qui définit les jardins comme étant artificialisés. Sauf que justement, l'empreinte carbone d'un jardin n'est pas aussi importante qu'un building qui fait 120 étages. Et du coup, c'est ça qui est aussi comment dire, pas un peu compliqué, mais dans le sens où même si on renaturalise après, ça reste quand même artificialisé. Sauf que dans la balance, forcément, un jardin partagé ou collectif, c'est forcément moins, ça impacte moins qu'un building, comme je disais. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ce genre de choses. Oui, parce que c'est ça le cœur de la chose en préparant, c'est que on se dirait je crée un parc, je crée un jardin, qu'il soit partagé ou pas. En fait, on est toujours dans l'artificialisation. Il n'y a pas de renaturalisation possible finalement. Alors si, on peut renaturaliser parce que si on se dit qu'on va vers des logements plus collectifs, on peut aussi rajouter des murs végétalisés, des toits végétalisés. On peut végétaliser nos villes justement pour redonner de la place aux hommes et à la nature en même temps. Et là, c'est un des gros enjeux qu'on a. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de bâtiments qu'on voit aujourd'hui qui ont les toits végétalisés ou les murs végétalisés. Et ça a un impact aussi sur le mieux vivre de ces personnes, puisque des fois, ces matériaux qu'on peut appeler de matériaux biosourcés aussi, qui sont utilisés dans la conception de certains bâtiments, c'est des matériaux naturels qu'on se sert aussi pour le mobilier urbain. Et c'est des nouveaux modes de conception qui sont à prendre en compte parce qu'effectivement, ça a de réels bénéfices sur les nouveaux modes de construction, je pense. Par contre, clairement, si une friche, on se dit on laisse la nature refaire son œuvre, on sera toujours dans la désartificialisation finalement. Alors ça peut être ça. Est-ce que la question c'est est-ce que en mettant la main de l'homme pour justement renaturer et se dire est-ce que par exemple sur des friches où on laisserait la place à la nature, on peut aussi se dire que on pourrait rajouter des espèces protégées par exemple, se dire cette friche ça va devenir un espace vert qui sera dédié que à la nature et du coup pourquoi pas rajouter des espèces protégées que ce soit dans le végétal ou l'animal. Il y aurait quand même une part d'artificialisation puisque l'homme y toucherait. Donc soit effectivement on laisse la nature reprendre ses droits, soit on l'artificialise dans un sens pour compenser toute l'artificialisation plus bâtie qu'on a effectuée par le passé. Aïda, Marie-Suzy, est-ce que vous avez des questions? Aucune. Est-ce que vous voulez passer votre micro à Monsieur Brossard par hasard? Vous vous en débarrassez volontiers. Vous aviez le droit de dire non.
je vais me tourner vers l'agglomération, finalement. Vous, à Saint-Lô-Aglo, ce concept de désartificialisation, ça fait longtemps que vous l'avez intégré. Comment ça se passe? Ah non, pas du tout. On n'avait pas du tout, nous, intégré cette notion-là. Il faut bien comprendre, en fait, moi, d'abord, je trouve que la manière dont vous avez expliqué les choses me semble assez claire. Moi-même, j'ai compris, donc c'est plutôt bien. Ce que je veux dire, c'est que on aurait l'impression, au travers de ces notions-là, en fait, que c'est le problème de la ville. Et puis que les espaces périphériques, les espaces ruraux, finalement, ne sont pas concernés. Mais en fait, pas du tout. C'est un problème global. Le problème global aujourd'hui, c'est que finalement, on s'est tellement étalé sur notre territoire que ça a des effets aujourd'hui extrêmement négatifs qu'il faut souvent compenser. C'est-à-dire que plus on fait de routes, plus il faut trouver, plus il faut réaliser des solutions, des réponses en termes d'assainissement pour stocker l'eau. Bref, il y a toujours des effets négatifs de ce genre d'aménagement qui ont un sens, qui sont utiles. C'est pour apporter du service. Mais aujourd'hui, la question qui se pose pour nous, c'est plutôt de se dire comment on peut essayer de trouver des nouvelles réponses. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous voulez faire peut-être comme métier futur, et puis vous aussi en tant que simplement habitant quelque part, c'est de se dire, de toute façon, c'est quand on a un problème qu'on commence à réfléchir à trouver des solutions. Donc nous, sur Saint-Lô, effectivement, c'est une agglomération d'une 60aine de communes. Alors, il y a des villages, vraiment tout petit, et puis il y a une grande ville au centre, un peu comme Alençon. Et puis, on est obligé de se mettre autour de la table pour se dire comment on va s'organiser pour quelque part être un peu plus économe, c'est-à-dire faire plus attention. C'est-à-dire que là où on construisait une maison sur 2000 mètres carrés avec la tondeuse et le barbecue, demain, comment on peut faire pour la faire sur 500 mètres carrés, donc traiter un peu plus économe. Donc, pour faire ça, moi, je crois qu'au-delà des définitions que vous donnez, moi, je crois qu'il y a 3 idées qui sont importantes. D'abord, il faut une prise de conscience des habitants, des responsables élus qui prennent des décisions sur les enjeux. Donc les enjeux, je pense que vous êtes des générations qui sont quand même assez sensibles à ça, le réchauffement climatique, les montées des eaux, etc. Mais ce n'est pas qu'un concept. Je vous invite à regarder le rapport du GIEC sur la Normandie. Vous allez voir les écarts de température, les augmentations de température ici à Alençon, l'augmentation du niveau de la mer, un peu moins à Alençon, je suis d'accord. Et donc, vous allez voir déjà une prise de conscience, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il faut absolument que sur ces notions-là, il y ait une acceptation. On ne pourra pas avancer sur ces sujets-là en décrétant même de Paris qu'à partir de demain, on ne peut plus construire ici. Ça ne peut pas marcher. Et c'est là où aussi on a besoin d'avoir un consensus sur ce type de sujet. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, une fois qu'on a pris conscience de ce sujet-là, il faut qu'on puisse quelque part, à un moment donné, travailler collectivement sur des solutions. C'est-à-dire que moi, mon travail, par exemple, en tant qu'ingénieur, c'est pas de trouver la solution idéale qui serait effectivement très difficile à mettre en place, même si sur le papier, elle serait intéressante. C'est de trouver la solution qui va être comprise et acceptée par les gens qui habitent ici. Comment on peut petit à petit faire évoluer les choses. Alors, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que on nous a donné un calendrier. C'est pas maintenant tout de suite. C'est d'ici 2040, d'ici 2050. Bon, il faut quand même commencer tout de suite si on veut être prêt. Mais je crois que c'est important pour un peu faire atterrir ces sujets-là sur le concret, sur le quotidien. C'est de se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait au quotidien justement pour trouver des solutions. Il y a un terme que vous avez peu trop utilisé, mais c'est vrai qu'on parle artificialiser les sols ou renaturer les sols. Donc, il va falloir se poser la question comment faire revenir finalement la nature, le végétal, dans les zones qui sont aujourd'hui très bétonnées, très bitumées. Comment donc on peut permettre par ces actions-là, d'abord peut-être d'avoir une qualité de vie, un cadre de vie plus sympa, et puis en même temps évidemment d'avoir un impact fort sur justement les problématiques de ruissellement des eaux, donc de pollution qui draine le sol, les problématiques de réchauffement. Donc vous savez qu'il y a aujourd'hui on a des pics thermiques parce que évidemment une surface en béton réfléchie où on emmagasine beaucoup plus la chaleur qu'une prairie, etc. etc. Justement, sur l'acceptation, c'est peut-être ça. On a vu sur les dernières canicules que finalement, le tout minéral, c'était bien d'avoir des points d'ombre.
Donc sur l'acceptation, peut-être qu'on est prêt à remettre des arbres, en fait, finalement, au milieu du tout béton, à ce niveau-là. Peut-être plus que on a 2000 mètres carrés de terrain et du coup, on va dire, bah, on va mettre 2 voisins dans votre jardin. Oui, alors j'ai envie de vous dire, oui, il faut remettre des arbres. D'ailleurs, même dans les zones rurales, hein, moi je suis sur un territoire où il y a du bocage et on coupe de plus en plus les haies. Et les haies ont un rôle très important, là aussi, c'est par rapport à ces questions qu'on pose aujourd'hui, sur la biodiversité, sur se protéger du vent, etc., etc. Mais aussi, si par exemple on a des surfaces imperméabilisées, pour prendre le contre-pied de votre question, on peut mettre du photovoltaïque. Et donc, on peut produire de l'énergie propre, l'énergie verte, et donc, quelque part, faire, on va dire, d'un handicap, un potentiel, une capacité pour le développement futur. Ce qui nous fait que peut-être on utilise moins le gaz ou on utilise moins le pétrole. Est-ce que ça aussi, c'est pas un enjeu? On le disait tout à l'heure sur les mobilités douces, les coûts de l'énergie qui augmentent fait que peut-être que dans 4, 5 ans, 10 ans, finalement, on va réduire la superficie de nos lieux d'habitation. Parce que chauffer des pièces qui nous servent peu, finalement, ce sera pas très rentable. Est-ce qu'encore une fois, c'est pas notre porte-monnaie qui va nous faire agir plus vite? Ça, c'est une évidence. On est tous, à un moment donné, évidemment, intéressés par la valeur des choses et le prix qu'on est prêt à mettre sur quelque chose. Et oui, vous savez, je sais pas si vous, non, je sais pas d'ailleurs si vous savez, le prix du mètre carré d'une terre agricole sur le Saint-Lois, c'est moins d'1 euro. Vous voyez. Donc, est-ce que c'est la vraie valeur d'une terre qui produit du lait, enfin qui permet des vaches, donc du lait, qui produit du blé? La valeur de la terre agricole est finalement très faible, donc c'est très facile de passer ces terres agricoles en terrain constructible, de les vendre 30 ou 40 euros de mètre carré, de faire une vraie plus-value d'ailleurs pour ceux dont c'est le métier, mais c'est la loi du marché. Et donc, évidemment, d'encourager cette sorte de consumérisme sur les espaces naturels ou les espaces agricoles. Donc là, évidemment, il va y avoir un retour de balancier. Nous, on aimerait, en termes de collectivité, c'est plutôt l'accompagner, plutôt le faciliter, plutôt le rendre accessible pour tout le monde. Parce que là aussi, attention, ce qui peut se passer, c'est que des populations qui ont le plus de capacité, elles, finalement, vont continuer à pouvoir consommer de l'espace, et puis celles qui sont un peu contraintes par leur budget vont devoir, pardon du terme, mais peut-être se tasser. C'est pas du tout comme ça qu'il faut évidemment envisager l'organisation d'une ville, l'organisation d'un territoire. Et là, nous, collectivités, évidemment, on a une action publique d'intérêt général à apporter. Et comment on fait, par exemple, si peut-être je lisais dans vos yeux la prochaine question, comment on fait? D'abord, on peut acheter, une collectivité peut préempter, peut acheter du terrain à moindre coût pour permettre de continuer à proposer des solutions de logement à des coûts qui sont raisonnables et acceptables, pour garder une diversité de population sur un territoire. D'accord. Est-ce que Mehdi, Luna, vous avez peut-être des questions pour Ouais, moi, je pensais à une question justement parce que depuis tout à l'heure, on parle de justement construire collectif, de construire en hauteur. Mais vous, est-ce que vous, les filles, vous seriez prêtes à vivre avec collectivement, comme ça, avec des gens, d'être plus resserré peut-être que d'avoir une maison individuelle? Et hop, vous récupérez un micro. Pour répondre à ta question, Mehdi, oui, je serais capable. Parce que si c'est pour l'environnement, oui, je serais prête à le faire. Peut-être que vous habitez déjà en immeuble ou pas? Pour moi, c'est le cas. Ouais. Je suis du même avis. Ouais. T'habites aussi en immeuble, Marie-Suzy, déjà ou pas? Oui. Alors moi, c'est ce que je disais hier. Est-ce que on fait pas un retour en arrière finalement, où pendant très longtemps, on a diminué en hauteur la taille des bâtiments, pour aujourd'hui dire que finalement, on repart dans l'autre sens?
Alors, vous avez en partie raison, et d'ailleurs, nous, on travaille sur Saint-Lô Agglomération sur un plan local d'urbanisme, hein, c'est-à-dire un peu la politique d'aménagement du territoire, là où on veut mettre les écoles, là où on veut mettre les routes, là où on veut mettre les zones d'activité. Et c'est vrai que cette extension, cet étalement urbain, il est très récent finalement. Il date évidemment des 30 Glorieuses, comme d'habitude, où on a voilà, le développement de la voiture qui faisait qu'on pouvait s'étaler, d'où après la période avec les centres commerciaux en périphérie, etc. Mais historiquement, si vous regardez bien les villes ou les villages, c'était des habitations très condensées, très ramassées, souvent sur des sites qui n'étaient pas pris au hasard. Et c'est rare que les villages historiques soient inondés ou soient impactés par des catastrophes naturelles, parce que c'était plutôt bien perçu. Enfin, il y avait un certain bon sens, ils observaient bien pour voir où il fallait se mettre. Et aujourd'hui, effectivement, il va falloir trouver, mais la manière de se réapproprier effectivement des constructions peut-être en hauteur, peut-être, mais de manière nouvelle. Il ne s'agit pas de refaire du collectif, des bars, des choses qui sont difficiles et qui vieillissent mal à vivre. Donc ça, oui. Et d'ailleurs, c'est le même cas pour les usines. On parle aujourd'hui de construire des usines en hauteur, à étage. D'accord. Alors le temps passe très vite et je vous sens très bavard. Donc ça va être le moment pour vous de conclure cette table ronde. Normalement, vous aviez 5 minutes de témoignage en tant que grand témoin. Je suis désolé, j'ai peut-être... Mais en cette période, là, il n'y a pas de contrôle du temps. Donc vous avez le droit vraiment à vos 5 minutes. Non, d'abord, alors moi, je veux remercier de nouveau tout le monde de m'avoir invité. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de rencontre, c'est pouvoir plutôt apporter un témoignage de quelque chose de très pratico-pratique. C'est mon métier du quotidien. Je ne veux pas dire que c'est vrai partout et tout ça se passe pareil de la même façon. Je pense que vous êtes confrontés un petit peu à la réalité aussi. Vous avez pu vous rendre compte que il y avait vraiment des différences peut-être entre ce que vous pensiez peut-être de ces notions-là à l'université et puis la réalité des choses. Il faut vraiment effectivement s'adapter. On s'adapte dans la vie, on s'adapte dans son métier aussi pour trouver des solutions. Les solutions, elles existent, franchement. Donc oui, on peut construire toujours, on peut faire venir des habitants sur nos territoires encore demain, mais de manière différente. Oui, on peut moins imperméabiliser les sols, moins faire de voirie, même s'il en faut pour les pistes cyclables, mais c'est quand même de la perméabilisation des sols. Ça, c'est complètement possible. Donc moi, je considère que sur nos territoires, on est une sorte de laboratoire. On essaie de tester des choses. Ce qui est valable sur une commune n'est peut-être pas valable sur l'autre. C'est ça aussi une leçon, à mon avis, qu'il faut retenir. Il n'y a pas une solution, même si aujourd'hui il y a des textes qui nous expliquent ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Dans ce qu'on a le droit de faire, il faut être imaginatif, il faut être créatif, il faut penser de nouveaux matériaux, il faut penser de nouvelles technologies. J'en ai pas parlé aussi, mais la technologie peut nous aider aussi à repenser différemment la manière dont on occupe le territoire. Donc moi, je pense que vraiment, c'est un sujet d'aujourd'hui. Malgré ce qu'on pense, c'est maintenant qu'il faut commencer à changer les choses. On a tous un rôle et une place. Je ne voudrais pas faire un clin d'œil par rapport même à ce qui peut se passer ce week-end, mais c'est à tous les niveaux. Si vous êtes citoyen, vous devez vous intéresser à la manière dont vous voulez vivre demain à un endroit ou à un autre sur votre territoire. Ça vous concerne. Et nous, on est là après pour mettre en musique ce que la majorité des citoyens souhaitent. Et je pense que, comme vous l'avez dit, vous êtes prêts à faire changer des habitudes de vie à partir du moment où c'est bon pour la planète et si c'est aussi pas trop mauvais pour vous. Donc je crois que c'est une conclusion qui me semble très positive et très intéressante et très motivante, en tout cas pour des personnes comme moi. Merci beaucoup, Jean-Philippe Brossard. Merci à Luna, Mehdi, Marie-Suzy et Zaïda. Je l'ai fait sans notes cette fois. On se retrouve d'ici 15 minutes pour la dernière table ronde autour de l'alimentation, des circuits courts. Donc voilà. À très vite. Restez en ligne.